Le travail peut rendre heureux et épanoui. Ça semble être le slogan d'un syndicat patronal, mais ici nous allons parler de passion. Dimanche soir, la poule au ventre, demain la semaine commence, il va falloir jouer contorsionniste avec ses valeurs et saluer ses collègues aigris, eux-mêmes pas contents d'être là. Mais heureusement, je touche ma rente, chaque mois, mon salaire. Non, très peu pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'éthique hacker et de vous partager ma façon de travailler et peut-être vous inspirer. En préambule, je voudrais juste faire un focus sur le travail, l'économie et notre rapport aux échanges. Qu'est-ce qui motive notre économie ? Pourquoi parvenons-nous à nous infliger un monde du travail assez violent ? En gros, qu'est-ce qui pousse les gens à se lever chaque matin pour ça ? L'argent, la réussite, se sentir utile, le lien social. Quand on regarde autour de soi, c'est l'argent qui motive la majorité des gens. Et s'ils pouvaient quitter leur emploi, ils le feraient. Mais donnez-moi tort. Nos sociétés économiques sont régies par l'argent, la cupidité, la concupiscence et le pouvoir. Donnez-moi tort. Et quand on voit que nos dirigeants, quel mot horrible, basent leurs actions sur l'objectif de la réussite économique, oui, ça donne argent, cupidité, concupiscence, pouvoir. Donnez-moi tort. Et l'argent maître, ça donne l'état actuel du monde. Conflits, tensions, guerre sainte, pauvreté. Et en France, appauvrissement, une lente chute depuis 50 ans et une accélération de cette chute ces dernières années. Et ça, c'est le système économique qui régit toute notre vie. Absolument toute. Le monde du travail en est également perclus. Peu de sens, des bullshit jobs, des relations toxiques. Bien entendu, il y a quand même plein de cas où tout se passe très bien. Pour ma part, j'ai la croyance que dès que l'intérêt économique pointe son nez, la qualité est gâchée, la passion disparaît et les ennuis commencent. Prenons l'exemple d'une femme qui adore cultiver ses salades. Elle y met du cœur et sa passion se ressent dans le goût de ses verdures. Elle laisse la faune du sol travailler sa terre, elle fait ses propres graines, arrose délicatement avec l'eau de pluie récupérée, amende avec ses décoctions maison, elle compose avec l'herbe et le rumex, et elle a quelques pertes dues aux limaces, certaines feuilles ne sont pas jolies. Ah, mais le goût est au rendez-vous et ses textures croquantes et tendres à la fois, mais comment fait-elle ? Et un jour, elle décide d'en faire son activité professionnelle. Partager son bonheur par le goût fabuleux de ses verdures. Elle fait ses calculs, elle gagnera moins d'argent, beaucoup moins d'argent qu'avec son emploi, et elle est fort étonnée de voir la quantité de charges qu'elle aura à verser pour ce tout petit salaire qu'elle se prévoit. Mais soit, si c'est le prix pour étendre le bonheur qu'elle ressent à cultiver ses salades le week-end, à tous les jours de l'année, ça vaut vraiment le coup. Mais elle va vite se rendre compte que le nombre de salades à faire pousser pour constituer un tout petit salaire est énorme. Mais ça vaut le coup. Elle est motivée et trouve des solutions. Elle parviendra même à garder son niveau de vie. C'est l'objectif. Un tracteur pour préparer son sol, grâce à son argent de côté. Les graines, les semis en plaques, c'est compliqué. On va acheter des plants bio. Un système d'arrosage sera nécessaire, mais bon, on va le raccorder au réseau, hein. Pas assez de cuves. Faut que les salades soient belles, exemptes de trous et d'herbes, anti-limaces et désherbage. Ok, on y arrive au bout de quelques années d'un labeur acharné, de mise en place de systèmes, de process, de débouchés commerciaux, de l'obtention de labels. Oups. Je crois que la femme aux salades est quelque peu en burn-out. Ah, et vous avez goûté ces salades ? Un peu insipides, non ? Ça a plus le goût de l'amour et de la passion. Et encore, c'est très artisanal, elle n'a pas opté pour l'échelle industrielle. Alors, ma petite fable déprimante a pour but de dépeindre comment la recherche de rentabilité peut gâcher la passion et le produit final. Ouais, ça donne des produits de merde dans les magasins. Là, j'ai pris l'exemple extrême du maraîchage, c'est vraiment dur, on est loin du plaisir que pouvait ressentir la femme aux salades quand elle arrosait amoureusement et qu'elle faisait ses semis, lorsqu'elle faisait ses salades juste pour elle, ses voisins, ses amis. La question est donc, lorsque j'achète tel ou tel produit qui a été rendu rentable selon les critères du système, est-ce qu'indirectement je rends quelqu'un malheureux ? Ça va peut-être un peu loin, mais dans ce système, quand je mange de la viande, pour que je puisse manger cette viande et en quantité, il existe des métiers comme égorgeur, enfin scarificateur. Il y a l'élevage intensif, bref, tout un système peu vertueux pour que l'on puisse avoir cette viande pas chère, même si ça augmente, en quantité industrielle. Quel que soit le type de produit que je consomme, et au-delà des questions environnementales, animales, je rends des êtres humains malheureux, et peut-être même fous dans le cas du scarificateur. Alors, si on mettait un peu de passion au cœur de nos activités et pas la rentabilité, on oublie l'aspect économique, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne l'éthique hacker. Hacker.
Ça vient de la pratique du hacker informatique, mais ça s'applique à toute activité. Et ça s'est généralisé au-delà des geeks. On oublie les tableaux Excel, les reportings, la hiérarchie, la rentabilité économique et on se focalise sur l'objectif, la raison d'être, la passion, le cœur du métier. Le philosophe Pekka Immonen nous définit l'éthique hacker en 4 axes. Ne pas travailler pour l'argent mais pour être utile à la collectivité. Travailler avec enthousiasme et plaisir. Immonen l'oppose avec l'éthique protestante capitaliste qui est plutôt vivre pour travailler et où le travail est un devoir austère. Partager ses découvertes gratuitement, là on est à l'opposé des brevets et des autres cadenas du savoir, et l'autogestion, pas de direction et pas de centralisation. Et ces 4 axes sont appliqués selon 5 valeurs. La passion, un but intéressant, la liberté, le désintéressement financier, l'éthique, l'attention portée aux autres, à leur opinion, aider les délaissés, et la créativité. Et on pourrait décliner sur la solidarité, la loyauté, le soin apporté à ce qui est produit, parce que dans l'éthique hacker, on bosse beaucoup, car on le fait avec passion, et on va au bout des choses. Mes clients pourraient reconnaître mon travail dans cette définition. J'essaie, pour ma part, de travailler selon l'éthique hacker depuis un peu plus de 2 ans. Ça m'a amené à orienter mes activités sur un secteur qui est beaucoup moins rémunérateur, le conseil aux particuliers, mais ça fait partie de l'éthique, le désintéressement financier. J'ai donc mis de côté les assurances, les marchands de biens, les investisseurs. Et je concentre mon travail sur les gens qui ont ce projet de vie autour de leur maison, des économies d'énergie et surtout des économies tout court. J'essaye de faire ouvrir les gens sur certains points, par exemple sur le fait qu'utiliser un isolant industriel, même de la laine de bois ou de chanvre, ça a de vraies conséquences néfastes, là où des déchets comme le carton, la paille, le tissu peuvent être de super isolants et sont légion autour de nous. Et orienter mes activités vers vous, ça m'a aussi permis d'être au contact de gens qui sont également dans l'éthique hacker. Oui, vous, les bricoleurs. Le bricolage, détourner des objets de leur utilisation première, apporter une amélioration, trouver une autre fonction à un élément, comment faire en sorte de ne pas avoir de connaissances particulières pour mettre en œuvre des ouvrages à haut potentiel, comprendre comment et pourquoi certaines façons de faire ne servent pas nos intérêts, rénover avec passion sans compter ses heures, et peu importe si ça nous coûte cher en temps du moment que le résultat a un sens. Oui, vous, les auto-rénovateurs, vous travaillez selon l'éthique hacker, toujours avec passion. Et ce qui serait beau, très beau, serait que vous en ayez conscience. Et qu'en plus, dans vos actes de consommation, vous ayez également le souci de choisir selon cette éthique. Selon certains esprits cyniques, la marge du monde que je décrivais tout à l'heure, conflit, tension, guerre sainte et pauvreté, serait notre faute. Ces putains d'humains, ils veulent acheter un repas entier pour 5 $, prêt en 5 minutes, et ensuite ils se plaignent que ce soit de la merde et du plastique. Mais McDo ne servirait que de la salade de choux toute la journée et toute la nuit, si c'est ce que voulaient réellement ces gens. C'est en vente libre et personne n'en achète. Et pendant ce temps-là, la Cour suprême continue à jouer son putain de rôle. Elle lutte contre l'autonomie, continue de brider les libertés de toutes les femmes du pays. Elle détruit leur choix et leur avenir et leur potentiel. On a transformé les hommes en fontaine à sperme et les femmes en usine. À produire quoi? Une main-d'œuvre appauvrie destinée à une vie de labeur et à dépenser, à consommer durant leur vie. Et qu'est-ce qu'on leur apprend à vouloir? Des maisons trop chères pour eux, des voitures qui polluent notre air, des couverts en plastique à usage unique, des vêtements fabriqués par des enfants qui souffrent de la faim dans des pays du tiers-monde, et ils en veulent tellement qu'ils nous supplient à genoux, qu'ils ne pensent qu'à ça, qu'ils insistent pour en avoir. Et c'est nous le problème. Alors que eux, ces monstres, ces consommateurs, ces beaux parleurs, ils nous pointent du doigt comme si c'était nous le problème. Mais c'est eux qui nous ont inventés. Ils nous imploraient et ils nous implorent encore. Elle a sûrement en partie raison, mais ce n'est pas nous qui en tirons parti. Et on a su manipuler nos croyances, au départ par la propagande, puis par la pub, et même aujourd'hui avec le chantage à l'écologie. Alors, de l'éthique, oui. Si vous pouviez également faire un pas de côté dans votre vie professionnelle, ce serait également très beau. Mais je vous préviens, ça demande du sacrifice et accepter d'être moins doté financièrement. Certains appellent ça la sobriété et d'autres diraient de la pauvreté. Le désintéressement financier, ça ne rapporte pas. Cependant, travailler selon l'éthique hacker vous apportera autre chose. Quelque chose de plus grand que vous et vous vous y retrouverez sûrement. Trouver sa propre passion n'est pas simple, mais en même temps, c'est dans les choses simples que vous la trouverez. Ah oui. Et méfiez-vous de ceux qui vendent des formations sur les réseaux sociaux. Ils n'ont sûrement pas réussi à vivre comme ils l'entendaient de leur propre passion, et la formation a été un choix plus lucratif. Vous trouverez votre passion ailleurs. Les choses simples, je vous dis.